pourquoi Cimino encore une fois, je ne vais pas vous redire ce que j'ai déjà dit, c'est parce que je pense que c'est vraiment un des grands cinéastes américains apparus en gros au début des années 70. Son premier film date de 74, c'est Le Canardeur avec Clint Eastwood et Jeff Bridges. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film que vous pouvez voir maintenant qui existe en Blu-ray dans une très très belle copie restaurée d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui fait, on pourrait dire, une sorte son coup d'essai est un coup de maître, une apparition extrêmement brutale et remarquée à l'intérieur de Nouvelle Hollywood en 74, et puis qui va ensuite écrire le scénario de Magnum Force, enfin, et s'acoquiner en fait avec Clint Eastwood. Je dis ça, c'est important parce que à l'époque, on est en 74, et il y a très très peu de cinéastes dits du Nouvel Hollywood des années 70, que ce soit Al Ashby, Brian De Palma, Robert Altman, Friedkin, Coppola, Martin Scorsese, tous ces gens-là, qui vont chercher Clint Eastwood. Clint Eastwood appartient à l'époque plutôt à une catégorie d'acteurs, on pourrait dire, un peu jouant dans des films un peu droitiers, pour la critique de l'époque. Évidemment, c'est le fameux Dirty Harry de Don Siegel. Et c'est intéressant de se dire que le seul cinéaste qui est allé chercher de cette génération-là du Nouvel Hollywood, donc qui à l'époque a la même génération que Coppola et les autres, le seul qui est allé chercher Clint Eastwood en voyant peut-être en lui autre chose que l'icône un petit peu dur, un peu réactionnaire que le cinéma avait fabriqué, en tout cas c'est comme ça qu'on le recevait à l'époque, le seul, c'est Michael Cimino. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que le film que vous allez voir aujourd'hui est aussi un film qui traite, qui affronte une espèce de paradoxe, de problème. Cimino n'aime pas les sujets faciles. C'est quelqu'un qui se sent à l'aise dans la contradiction, dans le paradoxe. Et vous allez voir un film comme L'Œil du Dragon est un film qui pose des questions, qui ne règle pas tous les problèmes qu'il pose dès le départ. C'est à mon avis très très important chez Michael Cimino, c'est que c'est un cinéaste qu'on a du mal à classer presque, on pourrait dire, politiquement. Et peut-être d'ailleurs que si on devait le classer à l'intérieur d'une grille de lecture américaine, ça serait peut-être plus une espèce de démocrate libertarien, quoi. Si vous voyez un petit peu ce que c'est, c'est quelqu'un qui est voilà, à la fois l'importance de l'individu évidemment, mais le souci malgré tout de la communauté. Alors, 74, il va donc réaliser ce film, et je parlais de ça parce que là, le fait que Cimino aille chercher Eastwood montre déjà son côté un peu anachronique, l'homme qui fait un pas de côté, qui est dans une génération, dans un mouvement du cinéma, mais qui déjà n'y appartient pas complètement, ou en tout cas il regarde ailleurs, autrement, avant, après, on verra, mais il fait déjà un pas de côté par rapport aux gens de sa génération, et 78, c'est évidemment Voyage au bout de l'enfer, que vous avez sans doute tous vu, j'espère. Qui n'a pas vu Voyage au bout de l'enfer ? Je ne sais pas quoi dire. Bon, on verra. Et 2 ans plus tard, donc Voyage au bout de l'enfer, succès public et commercial extrêmement important, critique pas vraiment. Il faut se rappeler que Voyage au bout de l'enfer, lorsque le film sort, il divise la critique française et européenne, mais aussi la critique américaine. Il y a certains qui voient d'un mauvais œil son espèce de film qui, selon eux, traite les Vietnamiens de façon un peu caricaturale. Le Cimino ne fait pas du tout l'unanimité sur son traitement du Vietnam en 78. On est quand même 3 ans après la fin de la guerre. Mais succès public et commercial, le public y va, le film rapporte de l'argent, et à ce moment-là, Cimino est au sommet de sa carrière, sommet d'ailleurs qu'il ne retrouvera évidemment jamais, puisque juste après Voyage au bout de l'enfer, on lui donne grosso modo carte blanche. L'homme qui vient de réaliser ce film-là, qui a récupéré 5 Oscars, peut grosso modo faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut, ça va s'appeler, vous le savez, La Porte du Paradis, film qu'il réalise 1 an plus tard et qui sortira en 1980. La Porte du Paradis, c'est un film qu'il enchaîne tout de suite après, évidemment, Voyage au bout de l'enfer. Et autant Voyage au bout de l'enfer est un film qui a été une sorte de moment ou presque d'état de grâce entre Cimino et le public, et les entrées salles, etc., et même de la reconnaissance du milieu, autant La Porte du Paradis va être, vous le savez, une catastrophe industrielle d'importance, même plus que ça, puisque le film à l'époque coûte quelque chose comme 55-60 millions de dollars, et en rapportera 3 ou 4, ce qui est un échec, si vous voulez, aussi bien d'ailleurs commercial que critique, parce que le film est absolument assassiné par la critique. Et en gros, l'homme qui a été au sommet d'Hollywood à un moment se retrouve 1 an et demi plus tard comme le pestiféré absolu, puisqu'on va accuser Cimino d'avoir provoqué et la faillite de la société de production qui avait produit La Porte du Paradis, la unité d'artistes, qui avait été, rappelons-le, fondée en 1919 par Chaplin, Mary Pickford, etc., etc. Donc les artistes associés, si vous voulez, ça vient de là. Donc on dit que
à cause de La Porte du Paradis, finalement, ce studio est tombé. Et plus grave encore, La Porte du Paradis marque, même dans les histoires du cinéma, on pourrait dire officiel, j'y reviens pas parce que ça serait beaucoup trop long, hein, mais officiel, marque la fin du Nouvel Hollywood. Ce qui fait que généralement, quand on parle du Nouvel Hollywood, je ne sais pas si vous vous souvenez du cycle qu'on avait fait ici il y a 2 ans, généralement on prend ces fameuses 13 années de 67 à 80, et les bornes qu'on prend pour dire le Nouvel Hollywood, ça commence à ce moment-là, ça se termine à ce moment-là. 67, on est dans le lauréat, Rosemary's Baby, etc. Ça c'est le début, avant Easy Rider, ces choses-là. Et puis 80, pourquoi on choisit 1980 ? Parce que c'est la date de La Porte du Paradis. Et que l'échec de La Porte du Paradis marque non seulement la chute d'un studio, mais aussi la fin de cette parenthèse géniale qui a été Nouvelle Hollywood. Donc Cimino, il est responsable, si vous voulez, il paye pour tout le monde à ce moment-là. D'avoir fait chuter un studio, d'avoir fait un film qui ne rapporte pas d'argent, et en plus d'avoir mis, à cause de ses propres, on pourrait dire, ses propres délires mégalomaniaques, d'avoir mis, on pourrait dire, par terre la grande décennie, une des grandes décennies du cinéma américain. Vous imaginez bien que les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées, mais en gros, c'est l'histoire, la lecture qu'on en a eue pendant très longtemps. Et les choses, aujourd'hui, évidemment, sont amendées. On sait bien que ce n'est pas si simple, mais en tout cas, c'est comme ça que Cimino va vivre, évidemment, ce qui lui arrive. Le film que vous allez voir ce soir, c'est donc le film de la convalescence, ou c'est le film du retour. On va vous appeler ça comme vous voulez. C'est le film que Michael Cimino va réaliser après avoir passé 5 ans au purgatoire, 4 ans et demi. Après La Porte du Paradis, plus personne ne veut évidemment tourner avec Michael Cimino, plus personne ne veut lui donner le moindre dollar. C'est vraiment, oui, c'est le pestiféré, c'est persona non grata à Hollywood. Et plus personne ne veut entendre parler de Michael Cimino, alors que, évidemment, un an et demi auparavant, tout le monde voulait tourner avec lui et tout le monde finançait ses films. 1 an et demi plus tard, c'est le négatif absolument parfait de ce qu'il a été. Donc il était au sommet et là, il est vraiment dans les catacombes. Et donc, pendant plusieurs années, Michael Cimino, évidemment, on va dire, va faire à la fois le deuil de Sa Porte du Paradis, qui est sorti, qui a été mutilé. Il va tenter de monter des projets. Aucun, évidemment, n'arrivera à se faire tellement la réputation de Michael Cimino, aussi bien du point de vue financier, ces films n'ont pas marché, mais aussi du point de vue de technique. C'est quelqu'un qui est extraordinairement perfectionniste, qui ne regarde pas la dépense. Il y a une espèce d'ampleur dans les films de Michael Cimino. Pour ceux qui ont vu Voyage et La Porte du Paradis, on voit bien qu'on est à une échelle qui serait grosso modo entre Ford et Visconti et King Vidor. C'est un peu l'espèce de, c'est un peu le carré d'as, si vous voulez, du cinéma de Michael Cimino. Et donc pendant des années, voilà, il va faire le deuil, il va tenter tranquillement à un moment donné de revenir dans le monde du cinéma hollywoodien. Et il va écrire des scénarios. Je passe rapidement là-dessus, mais il va quand même collaborer à des films sans être crédité au générique. Certains vont l'aider, comme Eastwood, comme Mickey Rourke, etc. Et c'est Mickey Rourke qui, le premier, alors que l'homme n'est pas encore exactement la star qui va devenir dans les années 80, parce que le film sort 1 an avant 9 semaines et demie, le film qui va introniser Mickey Rourke comme nouvel acteur, star, sex symbole, tout ce qu'on veut, c'est Mickey Rourke qui va lui donner en fait la chance de réaliser La Nuit du Dragon. Alors contrairement aux 3 précédents films de Michael Cimino, La Nuit du Dragon est de fait un film de commande. À l'origine, il y a un roman d'un auteur qui s'appelle Robert Daly, qui a écrit un roman qui s'appelle donc La Nuit du Dragon. Et Michael Cimino se voit proposer, et par Mickey Rourke, qui va jouer le rôle principal du film que vous allez voir ce soir, qui à mon avis est son meilleur rôle tout simplement, et par Dino De Laurentiis, qui est un producteur, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Dino De Laurentiis, c'est un producteur italien qui a produit plus de 150 films, qui a commencé dans le néo-réalisme, qui a produit Giuseppe De Santis, enfin qui a produit un nombre de gens incalculables, tentant toujours d'alterner entre des projets d'auteurs et des projets plus populaires. Et c'est le moment où Dino De Laurentiis, alors que le cinéma italien est en train de s'effondrer au milieu des années 70, est parti s'installer à Hollywood. Et il continue son activité de producteur à Hollywood. Et d'ailleurs, à Hollywood, ce qu'il fera, à mon avis, est évidemment nettement moins intéressant que ce qu'il a produit en Italie dans les années 50, 60 et début 70. À Hollywood, c'est beaucoup moins intéressant. Des films comme King Kong, enfin je pourrais vous citer la liste des films que Dino De Laurentiis a produits, c'est pas extraordinaire. Par contre, c'est lui qui va produire donc La Nuit du Dragon. Et La Nuit du Dragon est donc une commande de Michael Cimino. Au début, Michael Cimino trouve que le roman est pas terrible, ça l'intéresse pas beaucoup. Mais en même temps, il sait que c'est l'occasion ou jamais qu'on lui offre finalement d'une forme de rédemption, si vous voulez. Il va faire pénitence, c'est le moment, voilà, t'as une chance.
de revenir un jour au cinéma, de refaire un jour des films. Il n'y en aura pas 36, c'est soit ça, soit rien. Et Cimino a quand même conscience que l'état dans lequel il est, c'est-à-dire un état absolument déplorable, pas du tout bankable, n'intéressant absolument personne, et ben, il faut qu'il prenne un peu ce qu'on lui donne. Et donc il va accepter d'adapter le roman de Robert Daly. Je dis ça parce que c'est pas inintéressant, il le fait avec un de ses amis de l'époque, qui là encore n'est pas encore ni un scénariste, ni un acteur, un réalisateur encore très connu, qui est Oliver Stone. Les deux qui signent le scénario de La Nuit du Dragon, c'est Oliver Stone et Michael Cimino. Rappelons qu'Oliver Stone réalisera l'année suivante Platoon, Salvador Platoon, c'est ça qui vont, sont ces deux films et surtout Platoon qui vont faire que le nom d'Oliver Stone va exploser. Mais quand il travaille sur La Nuit du Dragon, sur le scénario, il n'est pas encore le Oliver Stone de Platoon. Hein. Rappelons d'ailleurs que Michael Cimino avait failli réaliser Platoon. Il y a beaucoup d'échanges d'ailleurs entre Oliver Stone et Michael Cimino. Cimino avait aussi failli réaliser Né un 4 juillet. Hein, et finalement, mais Cimino voulait le faire et voulait que ce soit Pacino qui ait le rôle. Et finalement, ça sera Oliver Stone et ça sera Tom Cruise. Hein. L'histoire du cinéma est remplie comme ça de films qui auraient pu voir le jour et qui n'ont pas eu lieu. C'est toujours assez fascinant. Et donc, Cimino va adapter ce roman avec Oliver Stone. Et évidemment, quand on voit le film, on se dit c'est peut-être un film de commande, mais alors c'est un film 100% Michael Cimino. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aime pas beaucoup la structure, mais par contre, évidemment, ce que le film raconte, son personnage principal, etc., résonne totalement par rapport à ce qui intéresse Michael Cimino, hein, première chose. La deuxième, c'est qu'on peut considérer, il n'a pas le budget, évidemment, de La Porte du Paradis, mais on peut considérer que ce film-là est le dernier volet d'un triptyque, hein, qui comporterait Voyage, La Porte du Paradis et La Nuit du Dragon. Hein, c'est vraiment une sorte de trilogie. Et vous allez voir, pour ceux qui ont un petit peu en tête, les échos, les rimes, les liens extrêmement forts entre Voyage au bout de l'enfer et La Nuit du Dragon. Hein. On a presque le sentiment, d'ailleurs, lorsque La Nuit du Dragon commence, que le film reprend la ligne de la fin de Voyage au bout de l'enfer. Hein. Imaginez à la limite que Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer a pris 2-3 ans, il a fallu qu'il se réintègre à la société américaine et il redébarque sous les traits de Mickey Rourke dans La Nuit du Dragon. Et ce rapport, il est évidemment extrêmement important. Alors, non, tout va bien. Et dernière chose, avant que vous voyez le film, parce que je ne veux pas vous déflorer évidemment plus que ça, mais vous allez voir que le film traite, vous le savez j'imagine, qui l'a déjà vu parmi vous d'ailleurs? Ah oui, bah vous l'avez tous déjà vu. Je fais comme si c'était une découverte, en fait pas du tout. Le film évidemment traite de l'arrivée d'un inspecteur, d'un capitaine de police à New York, à Chinatown. Cet homme va décider de faire un peu le ménage, on pourrait dire. Voilà, grosso modo, c'est ça l'histoire de La Nuit du Dragon, de faire le ménage dans la communauté asiatique à Chinatown, Manhattan, New York. Bon. À l'époque, lorsque le film va sortir, il va être encore une fois, Cimino n'y échappe pas, hein, il est traité d'anti-vietnamien, film pro-militariste, pro-guerrier avec Voyage au bout de l'enfer. Ensuite, on le traite de marxiste, hein, bafouant la mythologie nationale et les valeurs américaines lorsqu'il réalise La Porte du Paradis. Et là, on va le traiter de raciste, évidemment, puisqu'il s'attaque à la communauté asiatique, si on vu comme ça, évidemment. Et il y a beaucoup de manifestations à l'époque. Certains tentent d'empêcher le film qui se fasse. Certains tentent, même certains cinémas, de le programmer. Donc là, à nouveau scandale. Et Cimino doit, même si le film va à peu près marcher et la critique est extrêmement divisée. Moi, je relisais hier ou avant-hier la critique française en temps réel, hein, à l'époque de la sortie de La Nuit du Dragon. C'est vertigineux. Je n'ai pas amené parce que je me suis dit qu'on n'avait pas le temps, puis voilà. Mais elle est d'une violence très majoritairement à l'égard de La Nuit du Dragon, qui est absolument incroyable, où il est traité de nazi. La Nuit du Dragon, c'est le Mein Kampf américain. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. On le lit aussi bien dans Le Canard enchaîné que sous la plume de Philippe Garny dans Libération, des choses qui nous semblent lunaires, mais qui ont été écrites à l'époque. Maintenant, tout le monde a fait la paix. Maintenant, tout le monde trouve que Michael Cimino est génial, évidemment. Mais en 85, quand le film sort, pas du tout. Et aux États-Unis, pareil, le film divise considérablement et une partie de la critique continue d'attaquer très très violemment Michael Cimino. Donc voilà, vous allez voir donc ce film, Mickey Rourke, John Lone, hein, qui est un acteur que vous retrouverez notamment, enfin dans plusieurs films, mais notamment dans un film qui s'appelle Madame Butterfly, M. Butterfly plus précisément de David Cronenberg. Hein, c'est un acteur qui est à mon avis formidable et qui est évidemment aussi une sorte d'alter ego du personnage principal. Vous savez que dans le film Michael Cimino, tout fonctionne par couple, et que quand vous voyez le film, vous dites oui à Mickey Rourke, mais où est l'autre, hein?
Donc vous allez le découvrir évidemment. Et une grande partie évidemment de l'équipe de la famille Michael Cimino est là. Son production designer, l'homme qui a refait intégralement Chinatown à Los Angeles. Hein, ce que vous allez voir là, il n'y a pas un plan qui a été tourné à New York. Tout a été reconstitué en studio par ce production designer qui s'appelle Wolf Kroger et qui avait déjà travaillé sur La Porte du Paradis. Et que l'homme qui a fait la musique, c'est David Mansfield, qui a fait notamment la partition de La Porte du Paradis aussi. Donc on retrouve évidemment l'humeur et l'ambiance de film de Cimino. Et voilà. Donc, écoutez, bonne projection. Et donc, on se donne rendez-vous dans pile 2 heures. À tout à l'heure. You're not in Vietnam here, Stanley. There, the difference was I never saw the goddamn enemy. Here, they're right in front of my eyes. They got no place to hide. 2 choses que j'avais oublié de vous dire, enfin oublié en tout cas, qui me semblaient quand même importantes, c'est que ce film s'inscrit quand même dans un cycle autour de John Ford. Donc c'est pas grave, le film est formidable indépendamment de ça, mais quand même. Et donc peut-être qu'après l'avoir vu, vous voyez un peu plus les rapports, ou en tout cas comment est-ce que ce film-là s'inscrit dans un cycle qui s'appelle Autour de John Ford. Parce que c'est ça évidemment qui est intéressant, là, les films qu'on va passer qui ne sont pas de John Ford, c'est qu'a priori ils ont un lien, ou en tout cas ils sont préoccupés par des choses qui sont fordiennes, où ils développent, où ils reprennent des motifs ou des thèmes. Voilà. Moi ce qui m'intéressait dans ce cycle aussi, c'était à la fois de revenir à l'origine les films de Ford eux-mêmes, et de voir au fond leur devenir. Hein. Comment est-ce que le cinéma américain a continué à travailler l'héritage de Ford, et comment et pourquoi Ford, comme je vous le dis souvent, est la Bible. C'est parce que précisément on peut y revenir, s'y ressourcer en permanence et retrouver dans le bain fordien, si vous voulez, des choses qui sont très très contemporaines. Là en l'occurrence l'Amérique des années 80, enfin le New York communautaire des années 80, et comment est-ce que Michael Cimino évidemment va reconnecter des obsessions typiques de John Ford à l'intérieur de cette Amérique-là. Je n'ai pas le temps malheureusement de développer en quoi Cimino n'a cessé de reprendre la filmographie de John Ford. Pour lui, c'est sans doute un des 2, 3, et peut-être même sans doute, à mon avis, le cinéaste de chevet, son cinéaste de chevet, celui avec lequel il a choisi de dialoguer. Alors c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que quand vous voyez Michael Cimino, quand vous lisez certains de ses entretiens, quand vous voyez ses films, vous voyez que c'est un cinéaste qui dialogue extrêmement peu avec ses contemporains. Hein, j'y reviendrai, mais c'est un film de 85 et c'est un drôle de film dans le cinéma américain des années 80, La Nuit du Dragon. Donc c'est un cinéaste qui dialogue très peu avec ses contemporains, mais qui a plutôt, contrairement à beaucoup d'autres cinéastes, hein, qui entre eux se citent. Enfin, Michael Cimino, c'est plutôt quelqu'un qui d'emblée a considéré qu'il avait une œuvre à construire, une sorte de grande œuvre, si vous voulez, de cinéaste et d'artiste, et qu'il allait vers ses pairs, et que les grands-pères c'était John Ford, Raoul Walsh, King Vidor, des gens comme ça dont je vous parlais. Hein, il a choisi de s'inscrire Griffith, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui a choisi de s'inscrire dans cette grande lignée-là. Donc le cinéma de Cimino, il converse beaucoup plus avec le cinéma du passé qu'avec le cinéma du moment, hein, si vous voulez. Quand vous voyez le dragon, c'est quelque chose d'ailleurs assez frappant, parce que c'est un film qui ne cesse de mettre, on pourrait dire, en tension quelque chose qui vient de très très loin. Hein, la civilisation chinoise, l'Amérique, elle a combien, elle a 200 ans, face au millénaire, les livres d'histoire qu'on va ressortir, de vieilles photos d'ailleurs très importante sur laquelle je reviendrai, qui est la fameuse photo de Promontory Point, hein, une photo très célèbre de la construction, de l'histoire de l'Amérique, de la construction notamment du chemin de fer, qui est un moment à part dans le film, et on sent que Cimino, ça compte pour lui ce moment-là, l'échange avec la jeune journaliste de Chinatown, et on voit bien que c'est un cinéma qui ne cesse en permanence d'être pris dans une tension entre une histoire, hein, plus ou moins pesante, hein, qu'on essaie comme ça d'importer, de faire revivre, etc., et un présent, hein, qui est tout le problème du personnage à l'intérieur d'ailleurs de La Nuit du Dragon, c'est qu'il est pris entre ces deux tensions-là. C'est-à-dire qu'il rêve de quelque chose, ça j'y reviendrai, parce que pour moi, s'il y a 2 plans à garder dans La Nuit du Dragon, enfin, on peut tous les garder bien sûr, mais il y en a 2 qui, à mon avis, contiennent exactement l'énigme, en tout cas le problème exact du film. C'est le moment où Mickey Rourke, pour la énième fois, se fait remonter les bretelles par sa hiérarchie. La hiérarchie, en gros, c'est son supérieur et son ami,
on comprend que c'est un ami pendant la guerre du Vietnam, c'est quelqu'un qui vient d'avant, mais en fait avec lequel il n'a quasiment plus aucun rapport, parce que plus le film avance, plus leur dialogue devient des dialogues de sourds, jusqu'à ce moment très poignant, après l'enterrement de Connie, où l'autre lui dit je préfère arrêter, ils se comprennent plus du tout. Hein, c'est aussi deux Amériques à ce moment-là qui ne se comprennent pas du tout. Et donc le plus beau moment, à mon avis, dans le film, c'est lorsque Mickey Rourke est assis sur le fauteuil, se retourne vers la baie vitrée du commissariat et voit un drapeau américain qui flotte. Et je pense que le face-à-face entre le visage qui s'absente un peu à ce moment-là de Mickey Rourke, qui s'absente du commissariat, de la discussion, de la tension, etc., qui d'un seul coup se met à tourner littéralement la tête aux autres individus et à regarder comme ça par la fenêtre, et il voit ce drapeau, le face-à-face entre Mickey Rourke et le drapeau, c'est la clé du film. C'est-à-dire que tout dépend comment on le prend, ce face-à-face, en fait, ce champ contre champ, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Est-ce que c'est Mickey Rourke qui a envie qui a un rêve d'Amérique, évidemment, qui a envie de voir ce drapeau, on pourrait dire, honoré et respecté de la même façon par tout le monde? Est-ce que c'est, comme il le dit à un moment donné, c'est Moby Dick? Parce que finalement, on me dit que je poursuis quelque chose qui n'existe pas. La grande phrase, la capitaine Ahab à l'intérieur de l'œil du dragon, qui d'ailleurs donne une dimension totalement métaphysique à sa quête. Elle est politique, elle est personnelle, elle est intime, mais elle est aussi métaphysique. Et lorsqu'effectivement le personnage dit peut-être que je poursuis quelque chose qui n'existe pas, c'est quoi ce qui n'existe pas? Et si ce qui n'existait pas, c'était précisément le drapeau américain? Autrement dit, l'idée qu'il se fait de l'Amérique. Est-ce qu'il n'est pas à la poursuite d'un idéal, on pourrait dire, américain qui n'existe pas? Voilà. Et je pense que l'un des grands sujets, peut-être d'ailleurs, à mon avis, le plus vertébral de l'œil du dragon, c'est ça. Après quoi court Stanley White? Et finalement, est-ce que ce personnage-là ne court pas après quelque chose, soit qui n'existe pas, soit qui doit rester, on pourrait dire, à l'état de mythe ou de fantasme ou de quelque chose d'inabouti ou d'inaccompli? Ça, c'est très, très, très important. J'y reviendrai. Donc je pense, si vous voulez, que ce face-à-face dans l'œil du dragon, il est central. En fonction du sens qu'on lui donne, de la lecture qu'on en fait, on a une vision, on a des visions différentes, et du film et du personnage, parce que comprendre l'œil du dragon, c'est comprendre le personnage. Là, en l'occurrence, je vais vous parler un peu de la mise en scène, etc., mais on voit bien que le point central de toute l'œil du dragon, c'est quoi ce personnage? Qu'est-ce qu'il est? C'est quoi son problème? Est-ce qu'il est raciste, pas raciste? Quels sont les conflits qu'il y a à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il incarne? Et comme le film est calé à son pas du début à la fin, à son pas d'ailleurs complètement fou, pas précipité, un peu hystérique. Vous avez vu la façon dont il rentre dans le film, de dos comme une puissance d'irruption. C'est le personnage de Stanley White, c'est celui qui, tant du point de vue, on pourrait dire, mental, personnel, que de la mise en scène, que ses déplacements, c'est celui qui passe son temps, à mettre les pieds là où il ne doit pas les mettre. Donc il est toujours en train de transgresser des frontières, aller dans des sous-bassements, aller dans des cuisines, aller dans des boîtes de nuit. Vous avez même la fin, d'ailleurs, est encore la dernière pétition de principe du type qui ne peut pas supporter quand les choses ont l'air calmes. Quand les communautés, a priori, semblent s'entendre, ce que Stanley White entend, c'est qu'au fond, on est dans l'arrangement. Vous avez vu cette séquence de dialogue extrêmement belle avec son ami qui lui dit « Oui, mais toi, finalement, toi, tu es dans la culture de l'arrangement. » Donc, dans la langue de Stanley White, ça veut dire du compromis, de la lâcheté, et qu'au fond, tu brades l'Amérique. Tu brades l'idéal et les valeurs américaines, la loi, on pourrait dire la même loi pour tous. Tu brades la démocratie américaine, cette grande idée qu'est l'Amérique, c'est ce que pense Stanley White, au nom des arrangements. Et ce que tu appelles les arrangements, c'est de la lâcheté. Et donc d'ailleurs entre ces deux personnages-là, on a deux conceptions totalement opposées qui évidemment qui s'affrontent. L'un qui pense que le communautarisme, ou plutôt les communautés, le fameux peuple américain dont je vous parlais la fois précédente concernant Ford, le peuple américain, en fait c'est pas un peuple, c'est une succession, un agrégat de différentes communautés, et que la somme de ces communautés, ça fait le peuple. Mais pour que le peuple existe, il faut qu'on laisse chacune des communautés en fait, gérer ses propres problèmes. Sur son histoire, sa façon d'être, sa culture du secret ou pas du secret, sur sa façon de régler le problème, de considérer qu'il faut faire appel à la loi ou pas. C'est ce que lui dit à un moment donné un des Chinois au début, mais nous, la police, c'est la dernière instance à laquelle on fait appel. Autrement dit, cette idée de la justice pour tous, on n'y croit pas du tout. C'est quelque chose qui se règle en interne, selon des traditions, des rituels ancestraux, etc. Ce à quoi ne croit évidemment pas Stanley White. Donc, en fait, l'opposition entre Lou, le personnage, d'ailleurs,
Entre parenthèses, c'est intéressant de se rendre compte que le personnage de Lou est le personnage qui est toujours en retard dans le film. Il arrive toujours un quart de seconde, une seconde, 10 secondes après coup. C'est l'homme du retard. Parce que, on pourra se poser la question, mais de savoir en fait avec qui est Michael Cimino. Parce que, bref, je reviendrai après. Et moi, je pense qu'il est très sévère à l'égard de Mickey Rourke. Il le déplie, il le décrit, il le filme comme un problème. En même temps, son empathie, c'est vers lui, mais presque de façon, disons qu'il comprend sa pathologie. Parce que sans doute que Michael Cimino la ressent aussi un petit peu. Et c'est pas pour rien qu'il fait de Lou ce personnage qui est toujours en retard sur les événements. Parce que d'une certaine façon, pour Michael Cimino, c'est une manière de dire celui qui est quand même à l'heure des problèmes qu'on doit traiter. Et même si le type est fou, même si le type est raciste, même s'il est tout ce qu'on veut et on y reviendra, c'est quand même lui qui est à l'heure. C'est quand même lui qui est dans les temps, qui met systématiquement la lumière, une caméra de télévision, etc., sur les problèmes qu'il y a à régler. Et donc, ce qui est assez, à mon avis, ce qui est assez évidemment intéressant, c'est que le film traite Mickey Rourke comme l'homme de la transgression. C'est celui qui, pendant tout le film, met en rapport, on pourrait dire, aussi bien des instances, des blocs, des groupes, etc., qui n'ont qu'une envie, c'est de rester hermétiques les uns aux autres, séparés. Or, lui, non. Lui, il nous dit, mais toi, tu dois venir ici, moi, je rentre, peu importe le rituel du deuil ou pas, je décide de rentrer dans le bureau, je fais effraction, je fais irruption. C'est l'homme qui transgresse en permanence ce qu'une espèce de, finalement, de silence ou d'arrangement, pour le coup, silencieux, laisse faire et permet. C'est ça qui évidemment est intéressant. C'est que avant qu'il arrive, l'Amérique, cette Amérique-là, c'est quoi? C'est chacune des communautés règle ses problèmes finalement entre elles. Alors on égorge un type, on lui lance un poignard, on lui tire une balle dans la tête. En gros, Mott Street et Canal Street. À New York, vous savez, Canal Street, c'est le quartier des Italiens, Mott Street, c'est le quartier des Chinois. Et quand l'autre lui dit à un moment donné, vous pensez que vous pouvez franchir Canal Street, ça veut dire que vous pensez que vous pouvez sortir du quartier chinois pour aller chez nous. C'est les deux rues qui séparent, qui est une sorte de frontière entre ces deux communautés, même encore aujourd'hui, même si aujourd'hui à New York, l'Italie, c'est totalement réduit et que Chinatown s'est beaucoup plus développé. Le mouvement, et le Little Italy déjà des années 80 et des années 70, c'est pas du tout le Little Italy d'aujourd'hui. C'est pas du tout la même. Le poids de Little Italy est pas du tout le même. Enfin, celui de Scorsese dans les années 70 c'est devenu aujourd'hui une peau de chagrin. Bon. Et donc Mickey Rourke, si vous voulez, c'est une puissance d'irruption. C'est celui qui met toujours en rapport. Il est en gros celui qui veut faire bouger la situation de départ. Au début, qu'est-ce qu'on a? On a cette espèce de cérémonie. Grande scène de presque des marques de fabrique, des signatures du style de Michael Cimino, les grandes séquences chez lui de fête ou d'enterrement. Il y a toujours chez lui, c'est ce moment où, d'ailleurs en reprise des grandes séquences du cinéma de John Ford, chez John Ford, vous vous souvenez qu'il y avait beaucoup de séquences de bals, beaucoup de séquences de fêtes, du mariage, on inaugure une église dans la poursuite infernale, enfin peu importe. Chez Ford, le rituel, le moment de la fête, le moment ou dans la fin des raisins de la colère, enfin le moment de la fête, le moment du mariage, le moment de la procession du rituel, c'est toujours le moment où la communauté se ressoude, où elle met de côté ses différends. C'est ça le sens de la fête chez Ford, et y compris d'ailleurs des fêtes qui peuvent être des fêtes, des rituels ou des fêtes de l'armée, militaire ou autre. Le moment où où les grandes séquences de danse. Chez Ford, c'est le moment où la communauté, en dépit on pourrait dire de ces tensions, des problèmes qui peuvent parfois la miner, etc. La fête, c'est le moment où on suspend tout ça, où là on fait la fête ensemble. Et généralement, on fait la fête autour de quoi? Autour du drapeau américain. Ce qui a toujours été le grand pacte et la beauté du cinéma de Ford, c'est ça. Il y a de la communauté, puis il y a de l'Amérique en même temps. Ce que dit Michael Cimino dans Dernier Dragon, il dit ouais, il y a de la communauté, mais l'Amérique, je la vois pas beaucoup. Et c'est toute son inquiétude, elle est exactement là. Quand je parlais du plan de Mickey Rourke face au drapeau américain, c'est qu'il est plus sûr que cet agrégat de communauté, Chinatown est là, mais ça aurait pu se passer à Koreatown, ça aurait pu se passer à différents endroits, Little Italy et autres, il est plus sûr que toutes ces communautés en fait regardent dans le même sens, et que ce même sens ce soit ce drapeau que lui regarde. C'est pour ça que lorsqu'il dit « je poursuis quelque chose qui n'existe pas », peut-être qu'il poursuit lui un idéal d'Amérique qui en 85 n'existe plus. C'est la grande, on pourrait dire, c'est la grande folie du personnage de Mickey Rourke, et c'est la grande inquiétude de Michael Cimino, me semble-t-il. C'est que je pense que il met en scène un personnage qui est épris d'absolutisme, d'un radical fou.
Hein, c'est ça le personnage. Et évidemment, ce qui le conduit à déraper, ce qui le conduit à des formes de racisme ou autre. Mais vous remarquerez dans le film qu'à aucun moment, Stanley White ne considère qu'une race ou une origine ethnique est supérieure à une autre. C'est très important ça, parce qu'à l'époque, évidemment, vous imaginez bien les volets de bois vert que reçoit le film. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui. On lui dit que c'est un film, voilà, que c'est un film totalement raciste, confondant d'ailleurs le personnage et ce que pense Cimino. Hein, alors que on voit bien que Le Dragon est un film dont on peut dire que le racisme est le sujet. Ça, c'est autre chose. Mais qui, évidemment, faire un film raciste, c'est ne rien voir. Mais bon, à l'époque, il y a 30 ans, c'est quand même comme ça qu'on le voit. Mais on voit bien que ça reste encore très sensible, puisque le personnage de Stanley White est un personnage qui, évidemment, par moments est raciste. Mais pas au nom de la supériorité d'une race sur une autre. Lui-même est un Polonais, hein, il le dit, un Polac, il ne cesse de s'appeler d'ailleurs le Polac. Il a changé de nom. Donc c'est aussi quelqu'un qui, dans le grand rêve chiminien, fordien, on pourrait dire du respect des communautés et de l'intégration à l'intérieur de l'idée d'Amérique, c'est quelqu'un qui a fait le travail, selon lui. Il s'est dit, moi j'ai fait le travail, j'ai changé mon nom pour tenter de m'intégrer, et en plus j'ai fait le Vietnam. Ça j'y reviendrai, puisque évidemment la base de tout, c'est le pli qui a rendu fou Stanley White, c'est évidemment le Vietnam. Hein. Bon, ça, vous en êtes rendu compte pendant tout le film. Et donc, tout le problème, en fait, c'est que face aux grands rêves, évidemment, des communautés qui ne sont pas contradictoires avec l'idée de l'Amérique, hein, ça c'est Ford en permanence. Et l'évolution du cinéma de Ford, ça sera toujours de revenir ou de remettre sur l'établi cette question-là. Est-ce que la communauté et le peuple, ça marche encore? Est-ce qu'on peut avoir les deux à la fois? Et Ford dira oui, 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 longtemps. Et puis, il y a un moment, on y reviendra au cours de l'année, où il le dira un peu moins. Il dira, finalement, c'est peut-être plus compliqué que ça. Parce que les Indiens, le massacre des Indiens, parce que le Sorfeo noir, parce que Sergent Noir, parce que le racisme chez Ford, il est déjà là, etc. Mais ça, c'est la question fordienne. Et cette question-là, Michael Cimino la reprend très directement dans L'Œil du Dragon. C'est pour ça que c'est un des films les plus fordiens que vous allez voir, hein, évidemment. Si c'est que ce n'est pas la résurrection d'une thématique John Ford d'il y a 30 ou 40 ans. Non, il se dit, ouais, mais en gros, si Ford était vivant en 85, qu'est-ce qu'il ferait comme film? Quelles questions il se poserait? En fait, Cimino tente à sa manière de réactualiser cette question-là, typique du cinéma de John Ford. Et donc, l'absolutisme du personnage, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui avance, c'est une croisade. D'ailleurs, à plusieurs moments, le mot de croisade est prononcé dans le film. On voit bien qu'on est au-delà de l'enquête, on est au-delà du boulot de policier ou de flic. Non, c'est une croisade. Ça veut dire que pour Stanley White, ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus fort que l'intrigue, à la limite, policière. Hein, il y a l'intrigue policière, tous les autres personnages sont à ce niveau-là. Qui est-ce qui a tué? On va les trouver, etc., etc. Stanley White, quand il rentre dans le récit, lui, il a un niveau métaphysique tout de suite. Il dit, oui, mais bon, peu importe, il faut tout changer, il faut tout revoir, quel idéal. Et l'absolutisme du personnage, d'abord, l'isole totalement des autres, hein, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. On voit bien que Stanley White, il est sur on pourrait dire, il est sur presque une longueur d'onde philosophique, si vous voulez. Les autres, ils sont sur une longueur d'onde politique. Pour faire de la politique, il faut savoir fermer les yeux. Il faut savoir accepter les uns et les autres. Et d'ailleurs, au tout début du film, quand il arrive dans l'immobilité. L'immobilité, c'est quoi? La première cérémonie, tout se passe a priori bien. Et pourtant, on a quand même vu d'où vient cette cérémonie. On a vu le fameux Joey défiler à côté de sa femme, dont lui a commandité l'enterrement du père de sa femme, et dont lui a commandité le meurtre. Mais la cérémonie, c'est l'illusion que tout va bien. Voilà. Alors c'est intéressant parce que chez Ford, une séquence comme ça, elle aurait vraiment, on pourrait dire, validé l'idée que la communauté peut mettre de côté en fait ces différents et s'unir autour d'une même idée. Cette scène-là, elle est fordienne. Mais la façon dont Cimino la filme, l'est plus du tout. En tout cas, produit une évolution considérable par rapport à Ford. C'était déjà le cas dans la séquence du mariage de Voyage au bout de l'enfer, ou la séquence d'enterrement, ou la séquence du mariage de Voyage au bout de l'enfer. C'est une séquence, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont encore un peu en tête, qui nous fait croire que tout va bien, et dans le détail, tout va mal. Autrement dit, entre le début de la séquence du mariage et la fin, en fait, tout est parti en vrille. Hein, les jalousies, la rancœur, le retour du béret vert, la drague de Meryl Streep par Walken et par Robert De Niro, etc. Autrement dit, ce moment d'union de loin, le mariage, en fait, servait à Cimino pour dire, derrière cette unité de façade,
en fait, il y a énormément de fêlures, plein de brisures, etc. Et là, il reprend la même chose. C'est-à-dire que la première séquence de la cérémonie d'enterrement, hein, tous en blanc, parce qu'en Chine, le deuil est blanc alors qu'il est noir en Occident. Toute cette première cérémonie-là, en fait, elle ne cache pas l'illusion que tout ça est un mensonge. Alors que c'est ça qui est intéressant, c'est que Stanley White, lui, ne voit pas du tout quelque chose de noble ou de beau. Il dit non, ce qui est terrible, c'est que l'un défile à côté de l'autre et l'un est le meurtrier de l'autre. Donc ce qui l'intéresse, c'est le mensonge. Hein, c'est tout ce qui a été mis sous le tapis, tout ce qui a été caché derrière cette espèce de simulacre, on pourrait dire, d'union à ce moment-là. Et donc, le personnage de Stanley White, si vous voulez, c'est quelqu'un qui arrive au début pour, on pourrait dire, détruire cet arrangement immobile. Hein. L'arrangement immobile, c'est effectivement la cérémonie, c'est le flic. Vous avez vu le capitaine Kinney au début, là, McKenna, pardon, qui est perché sur son cheval. Il est tellement perché qu'à hauteur d'homme, il voit rien. Il ne veut pas voir, d'ailleurs, il a une lunette de soleil. Hein. C'est en fait, l'idée, c'est pour que tout se passe bien, il ne faut rien voir. Si on ne voit rien, il n'y a aucun problème. Et c'est évidemment ce que lui fait remarquer Mickey Rourke au début du film, qui lui arrive à pied, de dos, hein, toujours à contre-courant, Mickey Rourke. Vous remarquez dans le film qu'à chaque fois qu'il se déplace, il est toujours contre la foule, il la fend, il est contre une masse, il est dans le sens inverse. Il est dans le sens inverse, on pourrait dire, du mouvement global. Et ce mouvement global, évidemment, c'est aussi bien ce que lui considérait comme la fin de l'Amérique, sa détérioration, etc. Et lui, il est le seul, c'est sa croisade, il est le seul, à viser le bon point. Hein, ce qui en fait un type aussi fou, parce que ce que raconte évidemment le film, et ce que nous montre le film, c'est qu'à aucun moment on est sûr que Stanley Cruz, pourquoi je parle de Stanley Cruz? Il faudrait que je réfléchisse à ça. Que Stanley White a raison. C'est-à-dire que Michael Cimino le filme aussi comme un type dont on comprend la quête d'absolu, mais cette quête-là, elle a un versant pathologique que montre aussi Michael Cimino. Hein, parce que vous voyez quand même, évidemment, l'insensibilité du personnage, quasiment pour ses proches, est quelque chose qui, comme Cimino le disait, il disait « Je voulais que les spectateurs luttent pour s'identifier ou non à Stanley White. » On voit bien que c'est un personnage qui n'est pas sympathique et qui a des côtés extrêmement touchants par ailleurs. Mais on lutte. C'est-à-dire qu'on se dit « Oui, il est sympathique, mais à ce qu'il vient de dire sur les Chinois, bon, d'accord. » Il est sympathique, mais alors effectivement la façon dont il envoie au casse-pipe le jeune stagiaire qui va se faire tuer, en fait, d'accord, il est énervé pendant 20-25 secondes, et en fait il passe complètement à autre chose. L'homme n'est que sa croisade, c'est-à-dire qu'il fait totalement abstraction du reste, et même, on pourrait dire, les victimes que la croisade de Stanley White suppose sont colossales. Son partenaire, sa femme, etc. etc., etc. Bon, ça, c'est le personnage du film. Hein, c'est un espèce de personnage dont Michael Cimino montre à la fois la beauté et en même temps la folie. Hein. Pourquoi? Parce que le personnage, Mickey Rourke, croit vraiment à ce drapeau. Il se dit l'idéal américain, hein, autrement dit des communautés effectivement, hein, mais qui à un moment donné sont capables de s'aligner, de respecter le drapeau. Ça veut dire quoi le drapeau? Ça veut dire la même loi pour tous. Quand l'autre lui dit mais vous comprenez, nous on a 1000 ans, vous avez 200 ans, donc ça ne peut pas marcher. Lui non. Si vous êtes ici, c'est pour tout le monde pareil. Ce qui fait d'ailleurs que Michael Cimino ne cesse en permanence de ramener toutes les origines ethniques à un seul principe qui est le principe américain. Qu'on soit italien, coréen, arménien, chinois, il s'en fout comme de l'an 40, complètement. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que tu es conforme à l'idéal américain? Et cet idéal-là, évidemment, c'est ce qui poursuit. Et peut-être que ce qui poursuit, encore une fois, c'est Moby Dick. Et donc là, il devient fou. Parce que si l'homme poursuit Moby Dick, c'est que l'homme est fou. Et Michael Cimino, en fait, est en permanence dans une espèce d'hésitation entre ces deux voies-là. À la fois, on sent qu'il a une forme d'empathie pour ce type qui est le dernier à vouloir ça. Au milieu des années 80, c'est le dernier, hein, et donc il est pris par tout le monde pour un fou. On dit mais pourquoi tu fais ça? Et en même temps, Cimino le sait, parce qu'il connaît l'histoire de l'Amérique par cœur, parce qu'on est dans les années 80, parce que lui-même a vécu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en présentation, des événements dans sa carrière qui font qu'il sait ce que c'est qu'être en phase et pas en phase, être complètement rejeté, avoir raison pour ou contre, il sait tout ça. Et c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui est totalement contemporain de la guerre du Vietnam. Bon. Parce qu'il y a quelque chose évidemment qui est capital dans le film, c'est le fait que la lecture la plus basique qu'on peut faire de La Nuit du Dragon,
qui n'est pas fausse, je dis la plus basique, c'est-à-dire que la plus simple, la première, la plus évidente, c'est qu'on a un personnage qui en fait revient du Vietnam, est revenu déjà il y a sans doute, vu la date du film et du récit, il y a une dizaine d'années, qui évidemment n'a jamais digéré ni son engagement là-bas, et encore moins le fait que son engagement n'a servi à rien puisque l'Amérique a perdu. Et donc c'est le vétéran en fait qui décide, et d'ailleurs c'est très à la mode dans les années 80 à ce moment-là, c'est pour ça que je trouve aussi intéressant d'en parler, c'est que c'est le vétéran qui considère que la guerre que son peuple a perdue là-bas, lui il va la gagner tout seul à Chinatown. Bon, lecture basique, juste, hein, pourquoi pas. Effectivement, Mickey Rourke, c'est le vétéran, et beaucoup de personnages lui disent d'ailleurs, une façon de désamorcer de certaine façon la lecture, en disant oui mais finalement est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire, que tu as perdu là-bas, est-ce que tu crois que ceux d'ici ce sont les Vietnamiens que tu as combattus là-bas. Il y a une confusion évidente dans l'esprit de Stanley White, alors ce qui en fait aussi rajoute une facette complexe au personnage. Évidemment, il se croit toujours au Vietnam, il n'en est jamais sorti. Bon. D'ailleurs, ce qui est très très beau, si vous avez en tête Voyage au bout de l'enfer, c'est tous les liens et je dirais les rimes très discrètes, et par moments un peu moins d'ailleurs, que Cimino établit avec Voyage au bout de l'enfer dans La Nuit du Dragon. Bon. Il y a par exemple ce moment lorsque Connie est tué. Les deux s'en vont, l'un prend la voiture s'écrase et il tente de sortir le corps calciné ou encore brûlant d'ailleurs d'un des deux. Et il y a ce moment très très beau où la caméra se rapproche de Mickey Rourke, qui a sa veste, la même que moi d'ailleurs, c'est pas pour ça que je la porte, mais en gros, et totalement calciné, le visage noir. Cette image-là, vous l'isolez, c'est une image de guerre. Hein, c'est le moment, c'est le personnage qui est quasiment treillis. Cette image-là mise dans Voyage au bout de l'enfer ou dans un film sur la guerre du Vietnam ne dépareille pas. On a à plusieurs moments dans le film, Cimino réactive une esthétique ou une imagerie du film de guerre, très 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 littéralement. Hein, l'importance évidemment des brouillards, les explosions, tout y est. Et le personnage de Mickey Rourke en premier. Et pour moi, ça c'est un des moments les plus évidents, où si vous prenez juste effectivement ce plan-là, vous l'isolez et vous dites mais effectivement, ça c'est un film de guerre. Ça l'est pas, mais c'est un film de guerre. Manière de dire que la guerre, en fait, chemine toujours aux côtés, évidemment, de Mickey Rourke dans sa croisade, et on ne cesse de lui rappeler. L'autre chose, c'est que évidemment, avec Voyage au bout de l'enfer, il y a beaucoup, alors j'ai pas le temps de les énumérer tous, mais il y a beaucoup de moments qui, de façon très discrète, nous rappellent Voyage au bout de l'enfer. Ça permet quoi? Ça permet, de toujours ramener la question du Vietnam, qui en 85 est toujours une plaie à vif, hein, pour les Américains. On a beau être 10 ans après la fin de la guerre, c'est encore quelque chose de très important, et d'autant plus que le cinéma américain va à ce moment-là commencer à tenter de faire plus ou moins le deuil de la guerre du Vietnam en produisant un nombre de films incalculable dans les années 80. N'oubliez pas, hein, 86 Platoon, et puis Rambo 2, et Missing in Action. On aura beaucoup de films américains qui vont 10 ans après non plus traiter la guerre de façon, on pourrait dire, implicite, hein, ou métaphorique, comme ça a été le cas dans les années 70. Souvenez-vous quand on faisait le cycle, les années 70 ne parlent que de la guerre du Vietnam, mais en fait on la voit très très peu. Mais c'est ce que signifient ces films-là. Hein. C'est le grand hors-champ qui hante tous les plans des années 70. À partir du début des années 80, et d'ailleurs Voyage au bout de l'enfer et puis Apocalypse Now 70, 79 ont été les deux premiers chocs qui ont vraiment pris à bras le corps la guerre du Vietnam, qui jusque-là était extrêmement peu présente. On en parlait dans les années 70, mais toujours de façon détournée. On allait chercher la guerre de Corée dans MASH de Robert Altman. Quand les gens voient MASH, tout le monde sait bien que ça ne parle pas de la guerre de Corée, ça ne parle que du Vietnam. Il n'empêche qu'on se sert de la guerre de Corée pour ça. On prend par exemple le massacre de Wounded Knee, le grand massacre des Indiens en 1864 dans Soldat bleu de Ralph Nelson. A priori, c'est le massacre des Indiens au milieu du 19e, et pourtant tout le monde sait très très bien, vu l'imagerie, vu ce que ça raconte au moment où ça sort, qu'en fait, ça ne parle que du Vietnam. Les tortures, les villages brûlés, les cahutes, tout y est. Bon. Or, ce n'est qu'à la fin des années 70 que le Vietnam, à une ou deux exceptions près, parce qu'on parlait parfois de la conscription par contre. C'est quelque chose qu'on a vu dans des films des années 70, la peur de la conscription, le fait de ne pas vouloir y aller. Voilà. Mais après la fin des années 70, les films vont commencer à arriver. Il y aura évidemment Rambo en 82, on en parlait tout à l'heure avec vous. Rambo, je rappelle, qui est un film de 1982, tiré d'un roman écrit en 72. Rambo est un film des années 70 qui sort un peu à contre-temps. Quand vous revoyez Rambo aujourd'hui, c'est un vrai film des années 70 qui sort en 82. Rambo 2, là,
on est complètement passé à autre chose. Hein. Donc quand on parle de Rambo, il ne faut pas confondre le 1, le 2 et le 3, rien à voir. Le 1, c'est un film totalement à part, totalement encore dépositaire dans cette fibre des 70s, alors que le 2, là on est évidemment dans la fiction de la victoire, de la revanche, etc. Et dans les années 80, cette idée que le cinéma américain va se venger de la défaite au Vietnam est extrêmement présente. Et d'ailleurs, quand je me disais, un Martien débarquait à Hollywood ou aux États-Unis dans les années 80, il voit la façon dont Hollywood raconte son histoire récente, ils se disent génial, les Américains ont gagné le Vietnam. On prend juste les films. Et les films ont servi aussi, dans l'histoire du deuil, l'arrivée de Reagan, à corriger, à se guérir de la guerre, d'une façon. Bon. Et c'est intéressant, c'est qu'on voit bien que L'Œil du Dragon, qui sort en 85, d'abord est pour moi un drôle de film dans les années 80. Hein, c'est un film qui n'a pas sa place. Et alors, on pourrait en parler longuement, mais si vous voulez, il y a un moment, lorsque Mickey Rourke arrive, c'est une de ses toutes premières remarques, alors il dit, il y a eu New Marshall in Town, hein, il y a un nouveau shérif vient d'arriver. Là, cette phrase-là, elle est intéressante parce que d'abord, elle connecte évidemment directement Cimino et Ford, Cimino et l'Ouest. Comment c'est un film en fait qui va ne cesser de repuiser en fait dans l'histoire de l'Ouest et de l'Amérique. Vous avez vu le final du film. Hein, sur une espèce de chemin de fer, on n'est pas du tout dans une séquence la séquence de poursuite en voiture s'arrête pour se terminer sur un élément un peu daté, hein, d'ailleurs, de l'histoire de l'Amérique. Et d'ailleurs, vous remarquez que cette séquence de fin, elle est très fine, parce que, alors, on dit, ouais, c'est le Moyen-Âge. Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de flèches, etc. Mais ils foncent l'un vers l'autre, exactement comme des Crusaders, si vous voulez. Mais c'est aussi, ça c'est toujours la beauté de Cimino, je dirais sa finesse et son élégance, c'est que le choix de la reine finale du film renvoie évidemment à la fameuse photo que vous avez vue à un moment. Hein, parce que, je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas, que le Promontory Point, la fameuse photo que montre Mickey Rourke dans le restaurant à la journaliste. Donc c'est une photo qui date de 1869 et c'est un moment très très important dans l'histoire de l'Amérique puisque c'est le moment où dans un petit bled de l'Utah, les deux parties est et ouest, si vous voulez, du train, l'un le Union Pacific et le Pacific Railroad, vont être rejoints de certaine façon, vont être soudés l'une à l'autre et créer la première ligne de chemin de fer transcontinental. C'est une date très importante. À partir de cette date-là, précisément, je crois que c'est le 10 mai 1869, on peut relier la côte Est et la côte Ouest et vice-versa par cette ligne de chemin de fer. Bon. Et d'ailleurs, lorsque Mickey Rourke montre la photo, qui est d'ailleurs on peut peut-être en parler d'ailleurs ensemble, parce que c'est un moment extrêmement ambigu. Lui, il montre, d'abord, il a lu des bouquins sur la Chine, il sort son livre, et il sort la photo. Et il lui montre cette photo, extrêmement connue. Bon. Et donc la fin reprend ça. La fin reprend aussi effectivement la jonction de Mickey Rourke et de Joey, l'un étant d'ailleurs la face cachée de l'autre, son alter ego négatif. Hein, les deux sont les mêmes. Ils veulent tout renverser, ils en ont marre d'immobilisme, ils veulent tout remettre en cause, ils en ont marre de ces arrangements des anciens, ils veulent aller vite. L'un est évidemment l'alter ego de l'autre. Le fameux couple dont je vous parlais avant que le film ne commence, il est formé évidemment par Mickey Rourke et John Lone. L'un va avec l'autre. D'une certaine façon, on a presque le sentiment que le vrai dragon, hein, contre lequel lutte Mickey Rourke, c'est ce personnage-là. C'est d'abord le dragon, qui d'ailleurs dans la culture chinoise est quelque chose de très sympathique, le dragon. Hein. C'est le dragon qu'on voit lors de la fête, et il va extirper très littéralement, on pourrait dire, le dragon qui est au fond de lui. Le dragon qui est au fond de lui, il a le visage de John Lone. C'est pour ça qu'il faut qu'il le tue à la fin, et qu'il le laisse se suicider d'ailleurs, d'où son départ beaucoup plus apaisé à la toute fin du film. Mais bon. Et Promontory Point, c'est intéressant, parce que lorsqu'il lui montre la photo, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, avec évidemment cette remarque, cet a priori, là pour le coup raciste, qui est « mais vous venez de Hong Kong ?» Je dis « non, je suis américaine, je suis… » Donc lui-même, hein, a par moments de purs réflexes racistes. Et il lui montre cette photo, et il lui dit « mais regardez, vous nous dites, on nous dit que les Chinois, ce qui est d'ailleurs un fait évidemment juste et avéré, ont participé à la construction du chemin de fer. » D'ailleurs des films ont montré… Coup de feu dans la Sierra de Sam Peckinpah montre effectivement des Chinois en train de construire, mais c'est pas quelque chose qui est même dans le Cheval de fer, hein, de John Ford, film qui est consacré à ça,
hein, c'est aussi un des fantômes de l'œil de dragon, c'est Cheval de fer, ce film de 1925, raconte évidemment cette histoire-là, mais très peu le western américain a montré ça. Il a peu montré le fait que les Chinois ont aussi construit le chemin de fer. Donc Mickey Rourke sur la photo, elle lui dit regardez, voilà, il y a cette photo très célèbre que évidemment tout le monde connaît. Il dit mais on voit pas les Chinois sur la photo. Et là, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette séquence-là, c'est qu'elle appelle deux lectures possibles. Il y a deux solutions. Ou bien Mickey Rourke a lu que les Chinois avaient participé à la construction du chemin de fer. Il n'est pas bête, il le sait, et il dit bah, c'est bizarre, sur la photo on ne les voit pas. Première lecture négative que lui en fait, bah, finalement, encore une fois, vous vous cachez, quoi. Vous faites tout en douce, même là vous n'y êtes pas. Alors que vous y étiez, mais on croit que vous n'y étiez pas. Bon. Deuxième lecture possible, vous y étiez effectivement, mais regardez, cette photo ne vous montre pas dessus. Vous auriez peut-être voulu y apparaître, mais vous n'y êtes pas. Réponse, évidemment, qu'on n'entend pas, mais qu'on devine largement, puisqu'il s'adresse à quelqu'un qui vient des médias, et on sait le peu d'amour de Cimino pour les médias, qui a été traîné dans la boue pendant 5 ans à la suite de la Porte du Paradis. Quand Cimino parle des médias, il ne peut pas en parler calmement, hein, et on voit bien la haine sourde en permanence à l'égard des médias, ce qu'ils font, etc. etc. Hein, quand vous regardez la façon dont il en parle, c'est absolument terrifiant, et donc lui, si ce n'est que Mickey Rourke décide d'utiliser à son avantage les médias, voilà ce qu'il faut que tu fasses, etc., etc., etc. On va mettre la caméra là où il y a de l'opacité, là où il y a des choses sombres. Hein. Il faut au contraire que tout sorte via la caméra. Et donc la deuxième lecture possible de cette séquence-là, tout simplement, c'est que les médias, en l'occurrence ceux qui ont pris la photo, ce qui est devenu une photo officielle de l'histoire américaine aujourd'hui. Quand vous regardez les manuels d'histoire américains, s'il y a sur 50 photos, il y a à un moment donné cette photo-là. C'est devenu une photo iconique qui raconte, voilà, comme il y en a plein d'autres, hein, des grands clichés de l'histoire de l'Amérique, mais ça en fait partie. Et donc la conclusion à ce moment-là qu'on entend, c'est, mais au fond, les médias n'ont pas dit la vérité. Hein, les médias, là, ont menti. Hein, c'est que les médias n'ont pas dit que les Chinois ont participé à la construction du chemin de fer, alors qu'ils avaient participé. D'où le côté complètement fou de Mickey Rourke, puisqu'il est avec les médias, on peut dire qu'il est contre les médias quand ça ne l'arrange pas, et il est avec eux quand ça l'arrange. On a un personnage totalement de ce point de vue-là, complètement schizophrène. Hein. C'est quelqu'un qui est avec les médias quand il s'agit effectivement de s'en servir, hein, etc. Et il est contre eux. Hein. Évidemment, c'est ce qu'il reproche notamment aux médias pendant la guerre du Vietnam, en disant c'est les médias, ce qui est d'ailleurs une grande vulgate à l'époque, hein, c'est qu'en gros les médias américains n'auraient pas provoqué, n'auraient pas en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, aidé les Américains à gagner la guerre. Hein, avec cette idée qu'en gros, à partir de la fin des années 60, il y a un tel retournement des médias contre les bienfaits de l'engagement américain au Vietnam, qu'en fait, les premiers qui ont plombé la victoire ne sont pas les Viet Cong eux-mêmes, ce sont les médias américains. Ça, c'est quelque chose qui, dans les années 80, est quand même là encore largement dans l'esprit, hein, de beaucoup d'Américains, si vous voulez, et que relaie d'ailleurs Stanley White. Bon. Et donc, ce qui est assez beau, à mon avis, lors de cette séquence, c'est qu'on a à la fois deux lectures totalement opposées possibles, et on a surtout, à mon avis, c'est tout ce qui fait pour moi la beauté de l'œil du dragon, c'est que ce que cherche Stanley White, et ce qu'évidemment on n'arrive pas à faire, parce que là il a extirpé John Lone très bien, mais ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est qu'il veut à la fois, si on se dit qu'il y a un peu de Cimino en lui, il veut à la fois l'histoire, il veut effectivement les 2000 ans de tradition chinoise. Il a cette phrase, il dit que c'est terrible, c'est qu'on n'a pas de mémoire, on oublie tout dans ce pays. Hein, c'est important, cette idée qu'il faut toujours se reconnecter à l'histoire, au passé, ça c'est quelque chose qui travaille vraiment de Cimino. Et en même temps, l'histoire ne vous autorise pas pour autant, votre ancienneté, vos grandes traditions, ne vous autorise pas pour autant, à l'intérieur d'un pays jeune, à mettre de côté, hein, à ne pas respecter la loi pour tous, qui est ce grand, on pourrait dire, fantasme du drapeau américain dressé dans le ciel. Et toute, à mon avis, l'ambiguïté, la contradiction de Mickey Rourke dans Les Dragons, elle est exactement là. C'est que, au fond, c'est un film qu'il faut, pour moi, encore une fois, je pense que la plus belle référence du film, c'est Moby Dick. C'est-à-dire qu'il faut voir ce film comme on verrait Moby Dick. Autrement dit, effectivement, il poursuit quelque chose qui n'existe pas. Mais, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, ce qui est beau, c'est que pour que ça existe, il faut que cette chose, on la poursuive. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que ce que lui dit, en fait, son copain Lou, parce que Lou, il est intéressant. Lou, il a, comme dirait l'autre, il a aussi ses raisons. C'est une position, et voilà. Bon, ce que lui dit
en fait à mots couverts son copain, c'est que ton rêve, il ne doit pas s'accomplir. Autrement dit, on pourrait dire que la folie de Mickey Rourke, c'est de croire que l'idéal américain, c'est quelque chose qui peut s'accomplir. Voilà. Et l'autre, ce que lui dit l'autre, lui dit non, l'idéal américain, c'est un rêve. Et comme c'est un rêve, tu y rêves, c'est ton horizon, hein, c'est ce vers quoi tu tends, c'est ce que tu peux regarder comme le drapeau, mais ne cherche pas dans la réalité à accomplir ce rêve-là. Parce que là, tout va exploser. Et c'est exactement tout le problème de Stanley White, il est là. C'est que lui croit vraiment qu'on peut attraper Moby Dick. Or, si on attrape Moby Dick, il n'y a pas Moby Dick. Parce que Moby Dick, c'est quelque chose qu'on n'attrape pas. Et ce que raconte en fait son ami d'enfance, hein, ce que lui tente de lui faire comprendre et qu'il ne comprend absolument pas évidemment, c'est que l'idéal américain, c'est un horizon. Hein, et par définition, l'horizon on n'atteint pas. Mais par contre, l'horizon, ça donne une direction, ça guide les pas. Et donc tout le monde peut aller vers un même horizon. Mais on n'atteint pas. Et je pense, pour moi, une des beautés de La Nuit du Dragon, c'est d'avoir mis, et je ne connais pas beaucoup de films qui ont à ce point, on pourrait dire, traité le rêve américain, non pas comme une espèce de fable, on pourrait dire, pour gamins. C'est pas un film qui célèbre le rêve américain. C'est un film qui, à mon avis, pour la première fois, établit un distinguo entre le rêve comme une idée, et le rêve comme quelque chose qu'on doit accomplir ou mettre en œuvre. Et Stanley White, son problème, il est exactement là. Hein, c'est que lui, il croit que il peut planter un drapeau américain partout et que tout le monde va respecter les valeurs de l'Amérique, hein, son histoire, ses lois, sa façon d'être, etc. Évidemment, c'est pas possible. Hein. Autrement dit, l'absolutisme du personnage le rend fou parce qu'il y aura toujours, on pourrait dire, entre l'horizon et le personnage et la communauté, il y aura toujours cet écart-là. Effectivement, le secret, les arrangements qu'on fait, le truc qui n'est pas forcément très conforme à l'idéal américain, mais en tout cas, c'est moins pire que. Et cette espèce d'arrangement, on pourrait dire, c'est spatialement, si vous voulez, l'écart, le juste écart, hein, qu'il existe entre le personnage et le rêve américain. Stanley White, lui, il ne veut pas qu'il y ait d'écart. Il veut être totalement dans le rêve. Il veut impératif, il veut l'imposer. C'est ce qui en fait un personnage pathologique. Mais, encore une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. Ce qui est beau, c'est la pathologie du personnage. Hein, c'est que c'est un personnage qui a tellement envie, alors on connaît ses blessures, ses fêlures, le Vietnam, etc. C'est qu'il a tellement envie que cet idéal américain fonctionne, hein, qu'au fond, d'une certaine façon, il le détruit au même moment. C'est ça que je trouve extrêmement, pour ma part, fin et subtil dans le film. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que ce sont les différents rapports à Voyage au bout de l'enfer. Vous avez vu toutes ces séquences d'intimité, parce qu'évidemment, Stanley White a une vie personnelle et intime qui prend littéralement l'eau, d'ailleurs, dès le début du film. La première fois qu'on voit Caroline Cava, sa femme Connie, qui jouait d'ailleurs dans La Porte du Paradis, elle est occupée à réparer une fuite d'eau. Hein, et donc là, dès le début, on a compris que l'état de délabrement de la vie intime et la vie de couple de Mickey Rourke est total, parce qu'il le sacrifie ça aussi évidemment totalement, avec cette belle idée qu'on a toujours chez Michael Cimino, qui est quand même un grand cinéaste mélancolique, cette idée que au fond les gens arrivent trop tard. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a dans tous les films de Michael Cimino. Il y a toujours ce moment où en fait, c'est trop tard. On arrive trop tard. C'est-à-dire que l'idée est belle. Mais on arrive trop tard. Souvenez-vous, dans Le Canardeur, c'est ce que disait Clint Eastwood à Jeff Bridges, pour ceux qui ont un peu en tête le film, ce jeune gamin tout fou, euphorique, positif, etc., qui un jour croise la route de ce cador vieillissant, et à un moment, Clint Eastwood lui dit, l'autre lui propose de faire équipe, on va pouvoir faire des super coups ensemble, on s'entend bien, c'est parti. Hein. Et l'autre lui dit, non, t'arrives 10 ans trop tard. Voilà. Et évidemment, pour ceux qui ont vu La Porte du Paradis et ce qui arrive à la fin avec Christopherson, cette idée d'arriver trop tard, de ne jamais être synchrone avec son temps. Hein, je vous avais dit à l'époque de Voyage au bout de l'enfer, c'était le côté viscontien de Cimino, c'est son côté le guépard, c'est un guépard, Michael Cimino, quelqu'un qui constate le changement des temps, mais qui est à l'aise ni dans la période qui s'écoule, ni dans celle qui arrive. Hein, c'est ça le vrai guépard viscontien, si vous voulez, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a aussi, évidemment, dans La Nuit du Dragon, ce sentiment, on pourrait dire, de mélancolie, d'anachronisme. Et c'est notamment ce à quoi sert le personnage de la femme. Hein,
L'autre lui dit mais t'as raté le moment de l'ovulation. Ah oui c'est vrai, c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire quand il vient la revoir avant son meurtre en lui expliquant ce qui se passe avec la journaliste, avec Tracy, la journaliste asiatique. Et l'autre lui dit mais j'ai pas le temps d'attendre. Hein, ce sentiment du temps finalement qui s'écoule et qu'on ne pourra évidemment jamais rattraper, c'est quelque chose d'extrêmement fort chez Michael Cimino. Et la dernière chose, donc c'est son voyage au bout de l'enfer. Je vous parlais évidemment de la veste, de la tenue par moment de Mickey Rourke. Alors, en gros, il a une tenue Elliot Ness et puis il a une tenue Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. C'est les deux tenues entre lesquelles il évolue. Et on voit bien que plus le film progresse, plus dans la tenue de Robert De Niro. Et les liens avec le film sont très importants. Pour moi, le plus important, évidemment, c'est la fameuse séquence. Et la musique de David Mansfield, les séquences d'intimité, tout ça, là on sent que... D'ailleurs, il y a un génie de Cimino pour, en une séquence ou deux, les séquences avec sa femme, à créer quelque chose d'absolument une grande vitalité, tout de suite émouvant, on y croit tout de suite. Et pourtant, on est dans un polar totalement claustro, entre parenthèses, extrêmement étouffant, carcéral. Comme je disais, c'est un film qui a été tourné en studio, mais même qui sert beaucoup le film. Le fait que c'est un film qui manque totalement d'air. On est toujours dans des espaces totalement clos, confinés, souterrains, dans des couloirs. Et c'est assez drôle de voir Cimino, le cinéaste des grands espaces, qui a tourné 3 films quand même en open range avant, et qui se retrouve, d'ailleurs beaucoup ont eu peur à un moment donné, à l'intérieur d'un univers totalement, on pourrait dire, fermé et carcéral. Et je pense que c'est aussi évidemment la répercussion de la psyché du personnage, qui a envie de tout faire péter, qui a envie de retrouver le grand air. Hein. C'est quelqu'un qui se sent très à l'étroit à l'intérieur de ce monde-là, ce que répercute évidemment la mise en scène. Mais la plus belle, pour moi le plus beau rapport à Voyage au bout de l'enfer, c'est évidemment la séquence avec Lou, lorsqu'ils discutent tous les deux, je vous en parlais tout à l'heure, juste après la mort de Connie. Là, ils discutent. Vous avez vu à l'arrière-plan, il y a un billard avec des gens qui jouent au billard. Le billard étant un des éléments récurrents dans les films de Michael Cimino. Et quand on a vu Voyage au bout de l'enfer, le billard est évidemment quelque chose d'extrêmement connoté. Et c'est une très très belle façon à la fois de faire ramener évidemment le Vietnam et de faire aussi ramener Voyage au bout de l'enfer. Et donc de ramener une forme d'amitié que célébrait dans Voyage au bout de l'enfer la séquence autour du billard. Hein, I Can't Take My Eyes Off You, pour ceux qui s'en souviennent. Séquence absolument mythique autour de laquelle jouaient Walken, De Niro, John Cazale, John Savage, etc. Tous ces gens-là, le billard, c'est évidemment un des éléments clés de Voyage au bout de l'enfer. Et là, de façon très discrète, mais il y a 1000 exemples comme ça dans La Nuit du Dragon, Cimino, à l'arrière-plan, replonge presque temporellement à l'intérieur de cette séquence de Voyage au bout de l'enfer. Il réactive le billard. Si vous revoyez le film, amusez-vous à revoir les gens qui sont autour du billard. On a l'impression qu'ils sortent directement de Voyage au bout de l'enfer. Ils sortent de là, leurs casquettes, c'est des vrais blue collars américains. Hein, ils sont là derrière. Façon de dire, notre amitié, elle se scelle avant le Vietnam et ensuite on est parti, etc. Manière aussi de réactiver à l'intérieur du film et le Vietnam et une sorte de communion entre deux personnages, hein, qui à ce moment-là ne fonctionne plus, hein, ne marche plus au moment où le film se fait. Et dernière chose que je voulais vous dire, ça concerne évidemment les années 80, parce que c'est un film qui sort en 85 et qui jure dans ce qu'est le cinéma américain des années 80. Lorsque Mickey Rourke dit There is a new Marshall in town, à ce moment-là, on se dit, uniquement à ce moment-là, on se dit, bon, bah là, on est parti sur un film américain des années 80, avec restauration du héros, etc., qui est la grande figure du cinéma des années 80, c'est le retour du cow-boy. C'est le retour de l'Ouest réactivé dans l'Amérique réganienne, si vous voulez. Autrement dit, le héros, c'est à nouveau possible. Voilà. Après 10 ans de mea culpa, de personnages dégénérés, schizophrènes, impuissants, faibles, névrosés, tout ce qu'on veut, maintenant c'est fini, Marlboro Man est de retour. C'est ça les années 80. Il y a eu évidemment quelques notes, on pourrait dire dissidentes, quand vous voyez To Live and Die in LA de William Friedkin, voire même Scarface de Brian De Palma, et moi je mettrais dans cette trilogie, dans cette trinité-là, je mettrais La Nuit du Dragon, sont des films qui sont totalement à contre-courant de ce qu'est le cinéma américain de l'époque. Mais quand Mickey Rourke dit ça, on se dit, bah voilà, c'est parti, on est sur les années 80. Le problème, c'est que pas du tout. Hein, c'est que le fameux New Marshall dont parle Mickey Rourke, c'est quelqu'un qui n'offre rien comme posture héroïque. Hein, autrement dit, ce que raconte le film, qui est un des grands sujets des films de Cimino en général, c'est qu'il n'y a pas de place pour les héros chez lui. En tout cas, ils sont très très durs à occuper. On voit bien à ce moment-là dans le film que le héros, qui n'en est pas un d'ailleurs, hein, au début du film, alors pourtant il a une tenue, effectivement, il est habillé comme Elliot Ness ou Bogart. Enfin, il a d'ailleurs avec un petit côté Chinatown entre parenthèses. Ah oui, je voulais terminer avec ça parce que
Enfin, tout ça pour dire que le modèle du héros, à ce moment-là, va en prendre un coup terrible et que ce héros-là, Mickey Rourke dans La Nuit du Dragon, évidemment, jure totalement par rapport à ce qu'est l'Amérique des années 80. On pourrait dire un cinéma qui va vers le divertissement, vers le binaire, alors que, évidemment, Stanley White est tout sauf un personnage binaire, c'est un personnage gris, complexe, en cours alternatif. C'est ni bien ni bas, il est des deux côtés, même s'il lui est fou, parce que lui pense qu'il n'y a que 0 ou 1. Il te dit c'est noir ou c'est blanc, alors qu'il y a un passage qui est totalement dans le gris en permanence. Donc c'est un héros qui jure totalement dans ce qu'est le cinéma américain des années 80, y compris d'ailleurs dans sa pathologie et sa folie, ce qu'il partage un peu avec William Friedkin. Et la dernière chose que je voulais vous dire, ça concerne Chinatown. C'est que vous avez peut-être vu la référence à Chinatown dans le film. Voilà, le sparadrap sur le nez de Joey à la fin du film. Bon. Dans le cinéma américain, Chinatown a été un film extrêmement à la fois reconnu, plébiscité. C'est un des films cultes pour les cinéphiles et le public américain, Chinatown. Il a d'ailleurs, à mon avis, une importance dans l'imaginaire cinéphile ou auprès des cinéastes américains beaucoup plus forte que chez nous. Chinatown, c'est un film monstre écrit par un des génies du scénario américain qui s'appelle Robert Towne, etc. Or, pour ceux qui ont vu Chinatown, évidemment, de Roman Polanski, un film qui date de 76, pardon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le film s'appelle Chinatown, avec un personnage d'enquêteur, joué par Jack Nicholson, qui à un moment donné va se faire tabasser, parce qu'il veut révéler le scandale des eaux à Los Angeles. Pareil, là encore, une espèce de secret caché, on pourrait dire quelque chose de monstrueux sur laquelle la ville de Los Angeles est construite, et en voulant révéler ça, il va mettre le doigt dans un engrenage, qui va pas lui, mais quasiment être fatal. Il va tout perdre, la femme aimée, Faye Dunaway, etc. Et donc, il y a un film évidemment célèbre, puisque Jack Nicholson passe les 3/4 du film avec un espèce de gigantesque pansement comme ça sur le nez. Bon, qui est devenu comme une sorte presque de motif de l'histoire du cinéma hollywoodien, le pansement sur le nez égale Jack Nicholson dans Chinatown. Lorsque Michael Cimino, c'est une hypothèse, je n'en ai jamais parlé, je ne sais pas, mais ça me semble évident, lorsqu'il réactive le coup du sparadrap sur le visage de Joey, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, il nous dit, bon oui, on peut penser à Chinatown, mais à part la citation pure et dure, enfin l'hommage superficiel, quel est au fond l'intérêt? À part dire, tiens, moi j'aime bien Chinatown. Bon, puis tout le monde aime bien Chinatown. C'est que ça nous oblige à repenser au film de Roman Polanski. Et éventuellement à le revoir, c'est un film extraordinaire. Et souvenez-vous, dans Chinatown, le film s'appelle Chinatown, mais on ne voit jamais Chinatown. Chinatown reste, dans le film de Roman Polanski, un territoire fantasmatique. Il n'y a pas de Chinatown dans Chinatown. À aucun moment, on a la gate chinoise, on n'est à aucun séquence dans un resto japonais, il n'y a pas de lanterne, il n'y a rien. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on voit le film la première fois, on ne se pose même pas la question, on se dit, tiens oui, c'est pas Chinatown, jamais j'ai vu Chinatown. Bon. Or, le film, à revoir évidemment après dans le détail, raconte Chinatown comme un territoire fantasmatique américain. Il s'appelle Chinatown, comme dans Horizon perdu de Frank Capra, souvenez-vous l'année dernière, il s'appelait Shangri-La. Autrement dit, Chinatown, si vous voulez, c'est le Shangri-La de l'Amérique des années 70. Et le fait que Michael Cimino, dans La Nuit du Dragon, décide à ce moment-là de réactiver le souvenir de Chinatown, renvoie exactement à la même chose, à la dimension totalement fantasmatique de ce contre quoi lutte aussi Mickey Rourke dans le film. En fait, Chinatown, dans La Nuit du Dragon, il est aussi fantasmatique que dans le film de Roman Polanski. Si ce n'est que là, on ne le voit pas du tout et on en parle toute la journée. Là, en fait, on le voit sans arrêt, mais on ne sait jamais au fond ce que c'est véritablement. Et je pense que le lien avec Polanski est génial et assez rare, parce qu'encore une fois, Cimino est un cinéaste qui dialogue assez rarement avec les cinéastes de sa propre génération ou de son époque, quoi, si vous voulez. Écoutez, voilà, je pense que ça va être le moment de se quitter. Bon, en tout cas, merci pour votre attention, et puis rendez-vous le mois prochain avec un très grand film, Quelle était verte ma vallée, de John Ford. Film impératif à revoir. Et ceux qui n'ont pas vu À Joue de l'enfer, enfin je dis ça comme ça, voilà, c'est chose à réparer pour le mois prochain. Je referai le test.